Bonjour à tous, ça y est, nous y sommes. Après une courte pause hivernale, la Formule 1 reprend ses droits. Cette saison 2025 débute sur le circuit de l'Albert Park, qui redevient la manche inaugurale du championnat, 5 ans après son annulation au tout dernier moment, pour cause de Covid-19. Il s'agit presque d'un retour aux sources, puisque Melbourne avait pour habitude de lancer les hostilités depuis 1996, excepté en 2006 et 2010, remplacé par Bahreïn. À la suite d'une saison 2024 plus disputée et un temps incertaine, le cru 2025 présente une très belle robe et s'annonce comme un bon millésime. Les raisons d'y plonger le palais sont en effet chatoyantes. Je vous renvoie à lire ou encore écouter les différents observateurs qui en ont fait leur preview ou magazine d'avant-saison. Pour ma part, dans cet épisode, ma contribution sera plutôt d'ajouter quelques petites notes de bémol à l'orchestration générale. En 29 ans, la course australienne a ouvert le bal lors de 22 championnats. Un ratio de 75%, qui est un échantillon suffisant pour affirmer qu'à la suite de ce dimanche, nous connaîtrons probablement le pilote et l'écurie qui seront couronnés champions du monde 2025. En effet, si je vous disais qu'à l'issue de ces 58 tours de course, le futur était peut-être déjà écrit, que les espoirs et ambitions de tout un paddock allaient certainement se faire balayer par une vague au rouleau déterministe destructeur. Vous ne me croirez certainement pas, mais que diriez-vous de le découvrir à l'aide d'un rétroviseur, mais aussi d'un bon vieux Becherel ? Allez, baissez votre visière, agrippez votre volant et glissez-vous dans mon sillage. C'est parti. Futur antérieur, c'est donc le titre choisi pour ce premier épisode. En allant dans mon Becherel, j'en ai profité pour relire la définition de cette forme de conjugaison. En langue française, le futur antérieur est le temps qui peut exprimer les valeurs suivantes. Premièrement, un fait considéré comme accompli dans le futur. Exemple, à l'extinction des feux, les 20 voitures auront pris le départ de la course. Deuxièmement, il marque aussi l'antériorité par rapport au futur simple. Exemple, lorsque Russell aura chaussé ses gommes neuves, il pourra tenter l'undercut. Enfin, le futur antérieur est apte à marquer la probabilité. Lawson est à l'arrêt au virage 3, sa voiture aura peut-être connu un souci. Alors ok, Bernard Pivot, t'es bien gentil, mais tout cela en quoi cela concerne le Grand Prix d'Australie et le fait que l'on puisse connaître l'identité du champion du monde ce dimanche ? Pour vous répondre, votre serviteur a plongé ses mains dans le cambouis et va vous présenter quelques statistiques non dénuées d'intérêt. Ne perdez pas patience et concentrez-vous plutôt à rester dans mon DRS s'il vous plaît. Regardons quelques chiffres tout d'abord du côté des pilotes. Sur les 22 éditions du Grand Prix de Melbourne qui ont lancé la course au titre mondial, 12 ont été remportées par le futur champion du monde. En arrondissant, cela fait 55% des cas. Si vous incluez les manches de 2006 et 2023, où respectivement Alonso et Verstappen s'imposèrent, on arrive alors à 14 éditions remportées par le champion du monde. Sur ces 2 années-là, le Grand Prix d'Australie était la 3e course du championnat. Nous serons d'accord qu'il s'agit là d'une différence assez mineure. Le futur vice-champion du monde a remporté l'Albert Park en tant que manche d'ouverture 5 fois, soit 23% des cas en arrondissant. Cela concerne Eddie Irvine en 1999, Nico Rosberg en 2014, Sébastien Vettel en 2017 et 2018, et enfin Valtteri Bottas en 2019. Alors, bien entendu, il ne s'agit là que de faits bruts qui ne prennent pas du tout en compte le contexte des courses en question et de l'aléa sportif inhérent à toute compétition. Par exemple, Irvine a bien pu remporter l'édition de 1999, mais ce fut suite à l'abandon de Coulthard et en dépassant un Häkkinen au ralenti après la relance de safety car. Nous sommes au 17e tour. Ça y est, ça va partir, ça y est. C'est Irvine qui surprend Häkkinen. Häkkinen a été surpris. Dans le moteur, Irvine regardez. essaye de déboîter. Attends, il va rester devant. Et il est en difficulté, Häkkinen. Häkkinen a un problème. Vous ne pouvez pas vous imaginer, ici, chez Ferrari, Bravo, Trulli. la secousse qui vient de se produire. En 2018, c'est avec le gros coup de pouce de la Virtual Safety Car, provoqué par la Haas de Romain Grosjean, que Vettel a pu coiffer au nez et à la barbe Hamilton à la sortie des stands, provoquant l'étonnement de ce dernier. What just happened, guys?
Why don't you tell me Vettel's in the pits? What happened, guys? We're just reviewing Lewis. La statistique sur le nombre de victoires du vice-champion du monde sert surtout à illustrer que dans une grande majorité des cas, en l'occurrence presque 78%, eh bien ce sont les deux premiers du classement final des pilotes qui ont remporté le Grand Prix d'Australie en tant que première bataille de la saison. Et si l'on veut tordre un peu la règle, on peut ajouter Charles Leclerc en 2022. Là aussi, l'Albert Park était que la troisième course du championnat, ce qui ne fait pas de différence si significative que cela dans notre démonstration. Conjugué au futur antérieur pour exprimer une probabilité, on peut alors dresser l'hypothèse qui suit. Celui qui aura remporté le Grand Prix d'Australie pourra manifestement finir dans la partie haute, voire très haute, du classement final. J'en fais pour preuve que si cette fois on intègre toutes les éditions du Grand Prix depuis 1996, le vainqueur n'a fini que 2 fois hors du top 5 du classement final, et à chaque fois, il s'agissait du même pilote. En l'occurrence, David Coulthard, qui s'est imposé en Australie en 1997 et 2003, mais ne finira que 7e du championnat lors de ces 2 années. Là encore, en recontextualisant rapidement, on rappellera tout de même qu'en 1997, les Williams de Villeneuve et Frentzen étaient les grandissimes favorites du Grand Prix d'Australie. Mais le Canadien fut éjecté de la piste au premier virage et l'Allemand ne tira pas vraiment de bénéfice de sa stratégie à 2 arrêts. En chassant Coulthard, il se sortira d'ailleurs tout seul dans les derniers kilomètres de course. Il est là, Coulthard, il est à portée de main, il est en point de mire, mais une grande frustration quand même pour Frentzen, c'est de l'incapacité vraiment de revenir. C'est terrible d'être aussi près à l'arrivée et de sentir que tous les efforts qu'est en train de procurer Frentzen au volant de sa Williams ne sont pas les moyens. Il attaquait, je vous le disais, et ces efforts-là viennent d'être annihilés par une erreur, réduits à néant, parce que justement cette pression terrible sur ce jeune pilote fait qu'il voulait absolument cette victoire. Il en a peut-être fait un peu trop, peut-être qu'il eût été intelligent pour lui. En 2003, l'une des meilleures éditions du Grand Prix d'Australie, l'Écossais s'imposa malgré sa 11e place sur la grille de départ. Mais avec l'aide de conditions fichtrement favorables. Accident, arrêt au stand raté, le drive-thru de Raikkonen, la voiture de Schumacher en lambeaux, Montoya en tête à queue, bref. Il aura fallu à Coulthard tous ses faits de course pour pouvoir l'emporter. Bon, eh bien je crois qu'il est temps de récapituler un peu tout cela. En 22 courses d'ouverture du championnat, 12 Grands Prix d'Australie ont été remportés par le futur champion du monde, 5 par le futur vice-champion du monde. Si l'on fait fi du critère de course inaugurale, alors on passe à 14 éditions gagnées par le futur lauréat et 6 par son dauphin. Cela fait tout de même 20 courses sur les 27 ayant eu lieu jusqu'ici. Et donc au final, si en course automobile rien n'est écrit d'avance et vous avez pu l'entendre il y a quelques instants, il reste une vraisemblance forte. Celui qui aura sabré le champagne en Australie disposera d'une chance sur 2 d'avoir maille à partir avec l'ivresse du titre et 1 sur 5 de ruminer sa saison. Ou, tout simplement, profiter d'une joie déjà peu accessible au commun de ses pairs. Bon, pour les écuries, c'est un constat similaire, et même un peu plus parlant. En 22 éditions inaugurales, le Grand Prix d'Australie a été remporté 15 fois par l'écurie sacrée championne du monde des constructeurs, soit 68% des cas. Et comme précédemment, si vous incluez l'année 2006 où l'Albert Park fut la 3e manche du championnat, le chiffre remonte à 73%. Le doublé, soit pour les plus néophytes d'entre vous, la monopolisation des 2 premières places du podium, a été réalisé en 1996, 1998, 2000, 2004, 2009, 2015, 2016 et 2019. Et nous avons une certitude à leur sujet, que nous pouvons utiliser au futur antérieur pour exprimer un fait certain dans le futur. D'ici le nouveau doublé d'une équipe, 100% de ceux accomplis à Melbourne seront revenus à l'équipe titrée en fin de saison. Concluons le chapitre des déterminismes en rappelant qu'il n'y a que 3 années où l'équipe titrée n'a pas fini sur le podium à Melbourne. 97, 2003 et 2010. Et depuis 1996, il n'est arrivé qu'une seule fois que l'écurie ayant réalisé un double podium en Australie finisse hors top 3 du championnat constructeur. Et là encore, c'était en 1997.
La présentation de tous ces chiffres est essentiellement là pour rappeler une réalité froide et tristement ordinaire. En Formule 1, ce sont les meilleurs monoplaces et les meilleurs pilotes qui sont sacrés. Jusqu'ici, absolument rien de neuf sous le soleil. Les voitures bien nées et les pilotes de pointe se loupent assez peu sur la piste australienne. Circuit piégeur et historiquement bosselé, son alternance de virages lents avec des enchaînements rapides demande aux monoplaces une très bonne traction, ainsi qu'un moteur puissant et fiable en raison du temps de pleine charge autour. Et enfin, une tenue aérodynamique efficace pour alterner les portions lentes et rapides. Faisant appel à plusieurs qualités sur une monoplace, il n'est donc pas surprenant que les meilleures d'entre elles s'y imposent. Alors ok, je vous ai présenté des chiffres et parlé de vagues déterministes en introduction, mais n'ai-je pas complètement exagéré? Évidemment, oui. Est-ce que tout est vraiment écrit d'avance? Non, et vous connaissez l'adage. Aux chiffres, on peut faire dire ce que l'on veut. Je vais donc tordre le bâton dans l'autre sens. S'il est vrai que 100% des doublés ont posé la première marche vers le titre constructeur, c'est arrivé 8 fois sur 22. Soit à peine plus d'un tiers des courses inaugurales, et 8 fois sur les 27 éditions. Si l'on prend le cas des doubles podiums en manche d'ouverture, il a été réalisé 9 fois par une écurie. En 97, 2001, 2003, 2005, 2007, 2012, 2014, 2017 et pour finir 2018. Sur ces 9 fois, 6 années virent cette équipe ne pas remporter le championnat constructeur. 97, 2003, 2007, 2012 et 2014 concernent McLaren et 2018 Ferrari. Au final, les doubles podiums et doublés d'une écurie sur le circuit de Melbourne ne sont pas des statistiques ou indicateurs si effrayants que cela. De même qu'il est possible pour un pilote de passer à côté de ce Grand Prix et quand même de remporter son titre. Cela concerne Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen en 1999, Michael Schumacher en 2003, Sébastien Vettel en 2010, Lewis Hamilton en 2014 et enfin Max Verstappen en 2022 et 2024. Si l'Albert Park ne ment pas sur les probabilités de succès, est-ce si gênant? Eh bien tout dépend de la focale qui vous convient et de votre tolérance à l'aléa sportif, plutôt chétif soyons honnêtes, qui structure la Formule 1. Constatez que sur l'ensemble des éditions, seulement 26% des vainqueurs sur cette piste n'ont pas glané les 2 premières places du classement final est un peu brutal. Mais il faudrait comparer avec d'autres circuits dont la présence au calendrier a au moins cette ancienneté. En prenant un autre versant, on peut se souvenir de 1998, 2009 et 2016. Certes, nous y avons vu l'écurie titrée réaliser un doublé en Australie, mais ne sont-elles pas restées des saisons qui ont grandement marqué leur temps et même l'histoire de la discipline? Est-ce que les saisons 2000, 2007 et 2008 ne furent pas les plus belles de la première décennie de ce siècle, en dépit d'avoir eu le champion du monde vainqueur en Australie? J'espère que vous l'aurez deviné, je forçais volontairement le trait quand j'affirmais au début de ce podcast que nous connaîtrions les champions du monde 2025 dès dimanche matin. Il y a certes de réelles et sérieuses probabilités, c'est vrai, mais elles ne sont pas sûres et certaines, et au final c'est toujours la même chose qui nous fera regarder une course de Formule 1. L'espoir, certes ténu, qu'une incertitude quelconque viendra rabattre les cartes. Ce qui nous tient, c'est la croyance en l'aléa sportif. Et ce dernier existe. Même si selon les courses et les saisons, il est maigrichon pour ne pas dire rachitique. L'espoir d'une saison mémorable existe, mais j'y mets quelques petits bémols. L'incertitude et le rééquilibrage sportif que cette réglementation a voulu favoriser en instaurant le budget cap et en créant des points de bonus ou malus en soufflerie et CFD n'a été que partiellement atteint. En 3 années de réglementation, les écarts globaux sont certes réduits, mais les écuries sont limitées en ressources. Par conséquent, les défauts de conception ou de direction de développement sont assez punitifs. Demandez donc à Aston Martin. Le retard sur Red Bull a certes été rattrapé, mais c'est la dernière année de cette réglementation. Si une hiérarchie trop évidente se dessine d'ici l'été, j'ai bien peur qu'il est fort à parier qu'en plus des tongs estivales, beaucoup d'écuries auront déjà certainement enfilé les souliers qui les mèneront en 2026. Autre motif de doute, à l'inverse de 2024, les line-up des équipes de haut de tableau me semblent assez déséquilibrés. Excepté chez Ferrari et McLaren, il n'y a pas de duo potentiellement explosif et donc de dilution des gros points en perspective. Pour le dire autrement, chez Red Bull et Mercedes, les hiérarchies sont claires. Mais ceci est un a priori. Messieurs Antonelli et Lawson, à vous de me donner tort, et croyez-moi, j'en serais grandement ravi.
Ce scepticisme est amplifié par les cas de messieurs Russell, Leclerc et Norris. Et si on est exigeant, Oscar Piastri, s'il bénéficie d'une bonne voiture, et compte tenu de leurs années d'expérience en Formule 1, alors pour moi, l'heure d'incarner la foi que tant d'observateurs et fans ont projetée en eux a sonné. Seulement, ces pilotes seront-ils capables de se hisser jusqu'au clocher ? Pour battre Verstappen, ils devront emprunter la ligne de crête que le Néerlandais a tracée au monocycle, la sienne, et pas une autre, avec son étroitesse et son code de la route bien particulier. Seul au monde depuis 2 saisons et demie, le challenge est colossal. Ce sera notre ultime cas de futur antérieur, et pour celui-ci, le récent passé nous a bien renseignés sur la conviction qui en motive la narration. À Charles, Lando et George, toute ambition de titre aura trépassé si le trône visé devra être conquis avec les mêmes inconstances non résorbées. Vous l'aurez compris, en regardant dans le rétroviseur les antécédents du Grand Prix d'Australie, il est probable que nous ayons une esquisse des prochains vainqueurs des 2 championnats. Qu'à compter de ce premier dimanche de course, l'avenir que nous allons voir s'écrire n'est déjà qu'un futur antérieur statistique. Mais, in fine, reste à savoir lequel, celui des constances ou des anomalies. Et c'est bien ici que demeure tout l'intérêt de ce 75e championnat du monde de Formule 1. Soyez prudents dans vos pronostics, il n'est pas impossible qu'une originalité statistique vous fasse un beau croche-pied. Je vous souhaite donc à toutes et tous une belle saison et je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode. Allez, ciao!